Les voix du chanteur ne sont pas impénétrables, elles sont intraçables. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on pousse la chansonnette et que le charme opère? Qu'est-ce qui transforme quelques notes en une profession? Telle est la question, et telle est la réponse de Jean-François Vinciguerra, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Jean-François Vinciguerra. Enfin, la vie avant votre vie même. Hein. On va parler de toutes ces photos. Enfin, vous allez m'en parler, venez. Ouais. On va aller par là. Oh là là. Et on va commencer avec l'origine. Approchez-vous un petit peu. Qui on a là? Alors ici, on a Paul François, mon arrière-grand-père. Il y a un air de famille d'ailleurs. Il y a un air de famille, oui, sans doute. Ouais. Qui est né donc à Isolaccio di Fiumorbo et qui était militaire de carrière. Alors je ne sais pour quelle raison, il s'est retrouvé avec ce bataillon en Lorraine, à Saint-Nicolas-de-Port. Et cette photo a été prise en Lorraine. Il ne va plus repartir de là en fait, lui. Il ne va plus repartir de là. C'est surtout ça, il quitte la Corse et il ne reviendra plus en Corse. Il reste là. Il fait souche là-bas. Et il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Ils ont 3 enfants. Qui sont là? 4, pardon. Eh oui. 4. 1, 2, 3, 4. 4. Alors il y a Estelle, qui est la plus jeune, qui malheureusement, elle est décédée à 25 ans de la tuberculose. Ensuite, il y a Lucien, qui est en civil, qui est artiste peintre. Oui. Et puis mon grand-père, Clément, qui est debout derrière Lucien et Estelle. Et puis l'oncle Jean, qui est donc sur la droite. Voilà. Clément, il va faire la Première Guerre mondiale. Oui. Il y a la preuve d'ailleurs. Hein. On voit qu'il y avait quand même... Ils étaient forts en dessin dans la famille quand même. Hein. Oui. Alors ça c'est Verdun, ça. Ça, c'est quelque chose de vraiment d'extrêmement touchant. Et ça fait partie parfois des cadeaux de la vie, comme ça. Ça m'émeut. Parce que... Pardon. J'ai un carnet entier. Son journal de bord, donc, où chaque jour, il note, aujourd'hui, bombardement intensif, voilà, enfin, vraiment, dans le détail, il note tout ce qu'il vit dans les tranchées. Et puis, il fait ses dessins, effectivement. Donc, il avait toute cette bande, il s'était appelé les escogriffes de la 13e. C'est vraiment... Pourquoi ça vous émeut comme ça? Parce que d'abord, je trouve que c'est un témoignage historique extraordinaire. Et puis que c'est mon grand-père. Voilà. Et vous aviez un rapport particulier avec votre grand-père, parce qu'on va le voir là. Oui. Venez avec moi, justement. Oui. J'ai trouvé cette photo pour l'illustrer. C'est vous, petit, là. Oui. Devant des plats. Alors, je l'ai trouvé que cette photo, parce qu'il y avait un rituel avec votre grand-père. Oui, tout à fait. C'était quoi? Alors, mon grand-père, donc Clément, le mercredi, m'emmenait faire la visite d'un musée et un bon restaurant. Voilà. En tête-à-tête, entre hommes. Incroyable, ça. Évidemment, le premier musée que nous avons visité, ce sont les Invalides et c'est le tombeau de l'empereur. D'ailleurs, l'empereur était déjà présent au pied de votre lit, je crois savoir. Alors, l'empereur était présent au pied de mon lit, puisqu'il y avait, pour une chambre d'enfant, c'était assez original, il y avait au-dessus de mon lit, au centre, un crucifix, et de chaque côté, 4 portraits de l'empereur. Donc, il y avait Bonaparte, il y avait Napoléon, premier consul, le crucifix, Napoléon, empereur, et surtout, le plus intéressant pour une chambre d'enfant, Napoléon sur son lit de mort. Voilà. Donc, j'avais ça au-dessus de ma tête pendant des années. Voilà. Et donc, évidemment, mon grand-père, première visite, c'était au tombeau de l'empereur, aux Invalides. Le grand homme, bien sûr. Et puis, effectivement, on avait une coupure à midi où on allait dans un grand restaurant. Parce qu'il faut aussi que tu apprennes le goût des bonnes choses, des belles choses, mais aussi des bonnes choses. Et il a fait souche, là. Et il a fait souche. Je crois qu'il a fait souche entre-temps, oui. On va aller sur la table d'à côté. Oui. Voilà. Le jeune homme qui est à côté, c'est mon papa. Oui. C'est mon papa, c'est ça. Avec ce visage angélique, qui a l'air tout tranquille. Oui. Et c'est assez intéressant.
D'ailleurs, de façon un peu triste, parce que la jeunesse de votre papa, c'est pas aussi idyllique que ça en a l'air. C'est pas aussi idyllique que ça en a l'air. C'est-à-dire que on est dans une famille bourgeoisie parisienne, où a priori tout devrait aller plutôt très bien, mais où l'enfant n'a pas réellement une place des plus importantes. Et dans cet appartement, place Saint-Sulpice, où mon grand-père avait quand même voiture avec chauffeur, etc., il n'y avait pas de chambre pour l'enfant. C'est-à-dire que le soir, on ouvrait un lit de camp dans la salle à manger et mon père dormait sur ce lit de camp. Voilà. Alors, les raisons, je n'en sais rien. Voilà. Mais c'est sûr que c'était sans doute... Ça va le marquer, votre papa. Ça va parce le marquer, que oui, oui. votre papa, sur la photo d'à côté, on le voit... Il va travailler dans l'automobile, bien oui, sûr. Hein. Oui. Approchons-nous un petit peu. Comme votre grand-père, qui, lui, va faire un peu fortune dans l'automobile. Hein. Il fait partie des ingénieurs Hotchkiss, d'ailleurs. Oui, il est en fait le styliste maison de la maison Hotchkiss, effectivement. Et votre papa, donc, effectivement, père, va aller dans le domaine automobile, mais ça va quand même le marquer, parce que votre papa, si on pouvait le décrire, c'est quelqu'un de compliqué. C'est quelqu'un de... Comment pourrait-on dire ? Pas très facile, voilà, pas très facile, et c'est sûr qu'à partir de l'adolescence, où j'étais plutôt, je crois, un adolescent assez calme, des relations assez conflictuelles, et jusqu'à la fin. On va y arriver à la fin, mais avant d'arriver à la fin, on est avec votre papa qui est jeune. Oui, au Salon de l'Auto 67, donc l'année de ma naissance. Exactement, et juste avant cela, il avait rencontré... Ah oui. Eh oui. Cette belle demoiselle, magnifique, votre maman. Ma maman. Magnifique. Oui, oui, tout à fait. Comment on pourrait la décrire, votre maman? Bah, écoutez, je crois que c'est une superbe femme. Voilà, moi, j'ai une passion pour ma maman. Elle avait un métier particulier. Elle avait un métier particulier puisqu'elle était graphologue et astrologue. Elle va travailler pour la police, il va y avoir des articles de journaux, donc c'est sacrée femme. Oui, non, Puis c'est quelqu'un qui était très dans l'empathie, qui... Bon, c'est votre maman. C'était ma maman, elle était formidable. On va la voir là, venez avec moi justement, on va la retrouver. Passez par où vous voulez. Et vous l'avez dit, en 1967, vous naissez. Oui. Votre papa voulait absolument un garçon. Oui. Il a son garçon. On voit que votre maman vous a relativement tard. Elle a plus de 40 ans quand elle vous a, d'ailleurs. 42 ans. 42 ans, 67, c'est pas mal, mais... Et comme vous le disiez, Jean-François, vous étiez bien sûr le fils de votre maman. Et le fils de votre papa, ça a été compliqué. Le dialogue était compliqué entre vous. L'échange était compliqué. Oui. Et d'ailleurs, plutôt que de parler, vous lui écriviez des lettres à votre papa. Oui, c'est vrai. Je lui ai écrit 2 très très grandes lettres, mais sur le tard. Hein. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Je lui ai demandé s'il avait reçu les lettres. Il m'a dit oui. Et la discussion s'est arrêtée là. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est qu'effectivement, il était très fier de moi et de ce que vous allez devenir. Du parcours que j'ai fait, enfin que je fais. Mais je le savais par des personnes interposées. C'est-à-dire que des gens que je croisais qui me disaient « Oh là là, votre père ne nous parle que de vous ». Je dis « Ah bon ?» À chaque fois, j'étais très étonné parce que c'était pas du tout... les termes qu'il employait étaient, à mon égard n'étaient pas du tout ceux qu'il employait avec d'autres personnes. Oui. Oui. Et on va aller justement sur la photo, la dernière photo de cette partie. Là, on est quelques mois... avant la mort de vos parents qui vont mourir à 6 mois d'écart. Oui, non, là on est quand même... Non, on est 10 ans avant. C'est votre papa qui va partir en premier, mais quelques temps avant sa mort, vous avez pour une fois, une vraie discussion avec votre papa. Ben, la veille. C'est ça qui est très curieux, c'est que la veille de décédé, je lui montre d'abord sur Internet plusieurs sites, dont même des sites américains, où il y a des articles sur son père, donc sur mon grand-père Clément Vinciguerra, par rapport à Hotchkiss. Et alors, il était très heureux, très enjoué, très fier de ça, en fait. Et on a eu vraiment une soirée, mais effectivement, je dirais, d'une infime tendresse, enfin, quelque chose de très doux. On a fait un très bon dîner, évidemment, hein, ça c'est toujours... Voilà. Et puis, il est rentré à Paris et
la nuit qui a suivi, il est mort dans son appartement, quoi. Enfin, voilà. Et donc, vous n'aurez jamais les réponses à ces fameuses jamais. lettres, à vos questions? Ça, jamais. 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 Il faut vivre avec. Voilà. Et on va voir justement quelle vie vous allez avoir, et vous avez encore aujourd'hui, mais on ne va pas le voir là, on va le voir ailleurs. D'accord. D'accord? Allez, venez avec moi. Par ici que ça se passe, Jean-François. Prenez place. Merci. Avant de voir défiler des photos sur cet écran, on va regarder plutôt les deux photos qui sont derrière moi, là. Oui. Parce que c'est intéressant, vous êtes avec votre sœur. Oui, Frédéric. Et elle a une importance capitale dans le choix de votre prénom, Frédéric. Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque mes parents voulaient m'appeler Ange. Ange. Ange Vinciguerra. Et que donc, ma sœur m'a dit, mais attendez, elle leur a dit, mais vous n'allez pas l'appeler Ange quand même. Voilà, donc du coup, il y a eu le François, qui était déjà de l'arrière-grand-père, Paul François, etc. Et puis le deuxième prénom qui était Olivier, donc on restait quand même dans un univers méditerranéen, on va dire. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, même ce prénom, petit, vous n'allez pas l'entendre souvent, parce que vous pensez que vous vous appelez comment quand vous êtes petit? Alors, j'ai deux prénoms. J'ai Tatoun et Chéri d'amour. Chéri d'amour. Donc il y a ce problème un peu d'identité, non, Oui. je plaisante. Oui. Et puis il y a le problème de qu'est-ce que vous allez devenir. Et là, il y a une succession d'indices. Vous allez avoir une succession de vocations. Oui, c'est à vrai. commencer par celle-ci. Appuyez, je vous en prie. Ah bah oui, ça vous avez retrouvé des images de cette pièce en plus. Ça c'est extraordinaire. C'est Féfé de Broadway, une pièce de Jean Poiret, c'est au Théâtre des Variétés. J'ai 11 ans, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, avec tous ces comédiens, Roger Carrel, Michel Roux, Jacqueline Maillan, bien sûr. Je crois qu'il y avait Jackie Sardou aussi dans la pièce. Une super distribution. Super distribution. Mais vous en choisissez une dans cette distribution? Jacqueline Maillan. Ouais. Et je dis à mes parents sortant du théâtre, sur le trottoir du Théâtre des Variétés, je leur dis, je sais ce que je veux faire comme métier, Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan. Voilà, c'est le métier que je veux faire. Au moins faire. c'est clair. Au moins c'est clair. Et puis les années passent, et puis il y a autre chose qui passe. Alors non pas à la télé, mais au cinéma, parce que vous allez quand même souvent au cinéma. Et un jour au cinéma, vous allez voir ça. Ah bah oui. Oui, ça c'est sûr, ça c'est... Ce film, je le vois effectivement au Kino Panorama à Paris, qui était une salle qui n'existe plus maintenant, à la Motte-Piquet-Grenelle, qui est une salle en fait où il y a un grand écran, une des rares salles à Paris qui était avec ce grand écran à l'époque. Et donc ce Don Giovanni de Lauzet, oui, je le vois, je pense, 7-8 fois en une semaine. Et en plus, dans ce film, il y a quand même José Van Damme aussi. Oui, qui tient, alors qui il y a tient José une Van place Damme. forte. Alors, comme Jacqueline Maillan a 11 ans, je dis je veux faire comme métier Jacqueline Maillan. Quand je vois ce film, en fait, je me dis je voudrais faire comme métier José Van Damme. Et ce qui est assez amusant, c'est que le voilà, on va le José voir. Van Damme. Et on va le retrouver, José Van Damme. et- L'histoire va être amusante avec José Van Damme. Donc vous dites, je vais être José Van Damme, sauf que quand, après le bac, il s'agit de choisir un peu une carrière, vous vous dirigez vous passez le concours de l'École nationale d'art et de technique de théâtre, mais pas pour aller vers le côté artistique de la chose, mais le côté plutôt administratif. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que c'était pour calmer mes parents un petit peu, en fait, qui étaient quand même inquiets que, voilà, parce que moi je voulais vraiment faire une carrière de comédien. Et puis, il se trouve qu'il y a des heureux hasards dans la vie, et un des heureux hasards, c'est qu'un jour, vous croisez la route d'un certain Jean Giraudot. Oui. Et Jean Giraudot, effectivement, enseignait à l'École normale de musique de Paris et dirigeait le théâtre de Charenton-le-Pont, donc dans le Val-de-Marne. C'était là où je prenais mes cours de théâtre au Conservatoire de Charenton. Et je le croisais donc une fois par semaine, puisque nos cours avaient lieu au Conservatoire et au théâtre de Charenton. Et puis un jour, il me dit « Ah, Jean-François, vous savez, les comédiens, regardez Bourvil, tout ça, ils ont fait de l'opérette, et vous devriez
venir me voir à l'école normale pour travailler certains rôles de ce qu'on appelait de fantaisiste d'opérette, qui étaient souvent donc tenus par des comédiens. C'est quoi fantaisiste d'opérette? Fantaisiste d'opérette, c'est le personnage plutôt amusant de la pièce, et ça a toujours été, ça a été les Bourvil, les Maurice Baquet, même Gabin a débuté... fantaisiste. A débuté comme... Enfin, oui, comme... alors, je crois plutôt comme jeune premier en opérette, mais a commencé à Marseille dans l'opérette. D'accord. Fernandel aussi, qui en a fait... Donc effectivement, voilà, ça pourrait, il avait raison, ça pouvait vous servir. Ça pouvait fonctionner, ça pouvait fonctionner. Et donc, il me donne rendez-vous à l'école normale de musique. J'arrive salle Cortot. Il me demande de faire une vocalise. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, la pianiste me joue une vocalise au piano. Elle me dit faites comme moi, quoi, en gros. Et puis, donc, je commence à chanter, à faire les vocalises. Et là, Giraudot me dit mais vous chantez depuis combien de temps? Je dis mais moi, je n'ai jamais chanté de ma vie, à part sur le disque de Don Giovanni à la maison quand mes parents ne sont pas là et où je chante à tue-tête sur le disque. Jamais. Il me dit, mais écoutez, vous n'allez pas du tout faire une carrière de fantaisiste, vous ferez une carrière de chanteur d'opéra. Je dis, ah bon, au revoir docteur. Enfin voilà, j'avais l'impression d'être une analyse voilà, chez le médecin. Enfin bon, voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc quand j'étais à la rue Blanche, enfin à l'ENSAT, dont vous parliez un instant, dès que je sortais de l'ENSAT, j'allais prendre mes cours avec Jean Giraudot à l'école normale de musique. Voilà. Et c'est comme ça que le virus du chant est arrivé en fait. Et le virus du chant, vous allez le poursuivre là aussi, j'imagine. Ah bah oui, puisque là, c'était carrément le Conservatoire de Paris, dont je garde de merveilleux souvenirs, et en particulier par mon professeur, Michel Roux, adorable, très drôle. Moi, il y avait des jours, je sortais de classe du conservatoire en ayant mal aux joues, tellement on avait ri tout l'après-midi. Mais c'est très intéressant parce qu'en très peu de temps, en fait, vous changez de disque dur. J'ai l'impression que vous étiez parti pour être comédien, hop, vous allez prendre des cours, ça marche, vous avez une belle voix, vous découvrez la puissance de votre voix, c'est incroyable. Vous ne vous en doutiez pas? Non, pas du tout. Et une fois qu'on prend cette voix pour être chanteur d'opéra, il y a un passage obligé dans la vie, je l'ai appris en étudiant votre parcours, c'est celui-ci. Les concours. Oui, sauf que oui. Alors, les concours. Là, vous êtes habitué à avoir des prix depuis tout petit. Les prix le prix du silence. Le prix à la maternelle, enfin, au jardin d'enfants même. Exactement. Et puis effectivement, les concours de chant d'opéra, où dès le premier d'ailleurs, on touche un peu de doigt ce que c'est que la rivalité qu'il peut y avoir dans ces concours, parce que... Ah oui, alors ça c'était un autre concours, c'était au concours d'Alès, qui était mon tout premier concours, où effectivement, aussi un concurrent m'attendait derrière le pendrillon de scène, et on me dit, et je sors de scène, c'est la finale, je viens de chanter un extrait des Vêpres siciliennes de Verdi, et le gars me dit, quand j'entends une voix comme ça, j'ai envie de vomir. Voilà. Et puis arrivent les résultats. On commence par le plus petit prix, et puis on monte jusqu'au premier prix. Et à chaque fois, ce type se retournait dans la salle en me faisant ça a l'air de dire, t'as même pas le prix espoir, le prix ceci, le prix cela, bon voilà. Et puis ils annoncent premier prix à l'unanimité avec mon nom. Donc là, le gars, évidemment, s'enfonce dans le fauteuil. Je passe à côté de lui, puis je lui dis, vous voyez, de temps en temps, ça vaut le coup d'avoir envie de vomir, quand même. Bon, voilà. Et à ce concours Offenbach, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. J'ai droit à comme ça, des commentaires d'un gars aussi qui n'a pas passé le premier tour, bien évidemment. Alors que vous performez dès le début, justement. C'est ça, c'est qu'en peu de temps, vous vous révélez très fort. Et le principe de ces concours, c'est effectivement de se faire connaître pour être appelé après dans les grandes salles et parisiennes et de province pour chanter. Et il se trouve que peu de temps après quelques concours comme ceci, on vous appelle pour être le remplaçant de... Oui, alors pas tout à fait le remplaçant quand même, mais disons qu'effectivement, je me retrouve à l'Opéra Bastille pour être la doublure de José Van Damme pour les contes d'Hoffmann dans la mise en scène de Roman Polanski. Donc là, le rêve se concrétise. Ah ben là, le rêve se concrétise. Je veux être José Van Damme. Vous l'avez sous les yeux, José Van Damme. Alors quand je dis je veux être José Van Damme, c'est qu'évidemment, je n'avais absolument pas la prétention d'être José Van Damme. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça fait quand on découvre en chair et en os une de ses idoles de jeunesse? Ça n'a pas accroché, quoi. On va dire les choses comme ça. Voilà. Donc déception, un peu déçu parce que bon, j'avais pas son poster au-dessus de mon lit puisque j'avais les portraits de l'empereur, mais j'aurais pu effectivement mettre un portrait de Van Damme dans ma chambre.
je pense que je l'aurais décroché. Voilà, pour dire les choses Doublure de José Van Damme. aimablement. C'est votre première demi-expérience, Oui. mais suite à ça, vous vous retrouvez là. Sur cette scène, voilà, de l'Opéra Bastille, voilà, aux côtés d'un de nos grands barytons français, Philippe Dumigny, puis de Colette Allotte-Lugas, qui faisait le rôle de Siebel. C'est votre première scène, ça? C'est ma première scène. Vous avez quel âge? Je ne sais pas, j'ai 22, 23 ans, quelque chose comme ça, je pense, oui. 23, Qu'est-ce que 23 ans. Opéra Bastille? Effectivement, vous avez un tout petit rôle, mais je pense que c'est quelque chose quand même, non? Ah, c'est quelque chose. Quand le rideau se levait et que je voyais cette grande salle face à moi, j'étais dans mes petits souliers. J'étais dans mes petits souliers et je profitais d'ailleurs du rideau en train de se lever pour me répéter les premiers mots que je chantais. Parce que je me disais, ça y est, je vais avoir un trou de mémoire, enfin le trac, quoi. Il y avait vos parents dans la salle? Et il y avait mes parents à la première dans la salle, oui, oui, oui. Donc c'était en novembre 92, 1900 hein, quand même. Hein, oui. Voilà, qui était dans la salle, évidemment très, très fier. Mais vous l'avez peut-être pas su à l'époque. Si, Ah, là quand pour le même. coup, là je l'ai su. Là je l'ai su à l'époque. Si, là c'était une des rares fois où. Donc 1992, c'est parti pour vous. Voilà. Et on va voir la suite, non pas dans cette pièce-là, Oui, mais dans le jardin, là, juste au-dessus. très bien. Ok, allez, venez avec moi. Et alors, dans cette partie, on va retrouver le chéri d'amour qu'on avait dans l'autre partie. Ah. C'est-à-dire que dès qu'il a quelque chose, il veut quelque chose d'autre. Vous avez effectivement la possibilité de chanter dans les opéras, mais vous, 2 ans après, en 1994, on vous retrouve Ah oui, oui. Là. Oui, oui, tout à fait. Alors là, c'est au Théâtre de la Potinière à Paris, où j'ai créé un spectacle qui s'intitule Cherche piano AQEUX, pour jouer la truite de Schubert, qui est en fait une petite annonce de l'os à moelle de Pierre Dac. Et là, c'est lors de l'enregistrement pour la télévision, pour France 3, pour l'émission d'Alain Duhaut, Musique et compagnie. Et on est donc, j'ai à mes côtés Jean-Marc Bouget, qui est le pianiste avec qui j'ai créé le spectacle. Et à ses côtés, c'est le fils de Francis Blanche, puisque c'est un spectacle qui est consacré aux chansons de Francis Blanche et Pierre Dac. Mais ça, c'est intéressant parce que vous vous êtes découvert sur le tard ce talent de la voix. Le comique, c'est depuis... Qu'est-ce qui... Oh, je pense que ça a toujours été... oui, là, je ne sais pas. Faut dire, j'ai pas fait d'analyse médicale pour le savoir, donc j'en sais rien. Parce que vous persistez, justement. La mise en scène. Ça vous suffit pas d'être simplement interprète? C'est-à-dire que je me retrouvais parfois sur des productions où j'avais un metteur en scène qui disait juste, voilà, vous rentrez à gauche, vous sortez à droite. Voilà. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations pour le personnage. Et d'une manière très... peut-être très terre-à-terre, je me suis dit, mais tiens, je pourrais peut-être aussi avoir le chèque du metteur en scène. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue, si vous voulez. Non, mais sérieusement, voilà, c'est que je pense que j'avais envie d'aller un peu plus loin dans les choses. Et c'est vrai qu'en opéra, souvent, il y a voilà, on construit des très belles images, mais la direction d'acteur était une chose qui me manquait. Vraiment. Et donc vous continuez comme ça, hein, parallèlement, des choses classiques, j'ai envie de dire, et puis des créations. Et il y a celle-là qui a fait date. Souvent lorsque ça va mal, quand je n'ai pas le moral, quand je sens mes nerfs qui craquent, ou lorsque je suis patraque, pour me mettre dans le bain, je connais un bon moyen. Dans un verre d'eau sucrée, je prends pour me remonter du trisilicate en hydride de magnésium, du quadrisulfoglycolate de potassium, du glycosate monoammoniacal, du glycolidrate mélinicophésidal, de l'orthodoxybenzénotocopherol, du crésoxypropanédiol, mais en ampoule, hein. De l'aminophénylsulfonophétamide, de l'hexachlorocycloxylisculoside, de l'acétalamine isopropylorbiturique, de l'étabasylaminique glyphosphorique, de l'acétylaméniphénylarcinazole, du crésoxypropanédiol en capsule. Génial, génial. Oui, ça, le texte c'est- génial, oui, oui, bah, l'interprétation. C'est Jean-Yann, voilà, c'est un spectacle. On n'arrête pas la connerie. On n'arrête pas la On connerie n'arrête qu'on pas a la joué au connerie. Théâtre Montparnasse avec mon grand ami Éric Logérias.
Et on a joué pendant 3 mois et demi. Ça a été 3 mois et demi vraiment de bonheur. Alors c'est assez curieux parce qu'il faut vous dire que juste avant, je chantais dans Rigoletto de Verdi, une production de l'Opéra de Monte-Carlo, mise en scène par Jean-Louis Grinda. Et c'est une grande année parce qu'en 2014, vous rencontrez aussi cette personne. Alors non, c'est pas en 2014. C'est pas en 2014. Ah non, pas du tout. C'est en quelle année? Oh là, non, c'est bien avant. C'est bien avant et bien plus tard. Enfin, c'est un peu compliqué. Non, en tout cas, vous rencontrez cette personne. Oui, parce qu'en 2014, j'étais marié, donc c'est pas tout à fait ça. Voilà. Vous la rencontrez en quelle année? Non, alors en fait, Estelle, on s'est rencontrés en fait il y a 30 ans sur une production. Au festival d'opérette d'Aix-les-Bains. Ah, il a fallu 30 ans après. Sauf que on n'a pas osé se le dire ni l'un ni l'autre. Voilà. D'accord. Donc 30 ans sont passés. Et vous vous êtes retrouvés. Et là, c'est au Brésil, il n'y a pas très longtemps, puisque nous faisions une croisière dont j'avais la direction artistique, une croisière au Brésil consacrée au tango et où Estelle dansait. Voilà. Mais parce qu'avec Estelle, vous ne faites pas que des croisières, bien sûr. Non. Vous faites aussi, vous êtes à la tête d'une compagnie, la compagnie Licor. Oui, tout à fait. Et avec cette compagnie, vous faites vous faites beaucoup de spectacles. Et notamment, vous avez été appelé dans un endroit un petit peu insolite. Vous étiez appelé à Budapest il y a peu de temps. À Budapest, on était il y a très peu de temps. Et on va voir ce que ça a donné à la fin. À la fin, ça a donné ça. Un triomphe. Oui, un triomphe. Je suis encore un peu sous le choc de cet accueil. Ça a duré je ne sais pas combien de temps, la Standing Ovation. Non. Et puis ça a été comme ça pendant toute la représentation, surtout. C'est-à-dire que ça a été vraiment des applaudissements, un accueil extrêmement chaleureux. Et touchant, je pense. Mais justement, j'hésitais à finir avec ça, qu'on pourrait considérer presque un petit peu comme le summum, enfin un des summums de votre carrière, parce que ça, c'est un sacré souvenir. Mais j'ai plutôt choisi autre chose pour finir l'émission. Oui. Je me demande si c'est pas ça. Mais effectivement, vous, l'enfant qui regardiez Lausay, vous êtes à la place de Lausay, là. Oui, mais d'ailleurs, il y a un clin d'œil à Lausay, évidemment. C'est ce masque blanc qu'on appelle la Baota à Venise, qui est le masque typique de Venise. On a vu le plan tout à l'heure, effectivement. Et effectivement, dans le film de Lausay, Don Giovanni a ce masque qui est à la fois très inquiétant, qui est un masque... vous savez, dans le carnaval de Venise, qui est un masque asexué, en fait. Oui, complètement. Où ça peut être un homme ou une femme qui est derrière. Oui, c'est évidemment le clin d'œil mais au film. Oui. Qu'est-ce qu'il dit le petit enfant quand il voit ça, quand il voit que lui, à son tour, il a le droit de mettre en scène Don Giovanni, qu'il y a du monde qui paye pour venir le voir, qui le félicite? Le petit enfant, il est très ému. Il est très ému parce que jamais j'aurais pensé faire toutes ces choses-là et que c'est très troublant, votre émission. Oui, allez, on va s'arrêter là d'ailleurs. En tout cas, venez, allez, on va faire le dernier geste pour finir, parce que votre vie n'est pas finie, loin de là. Hein. Venez, c'est par là que ça se passe. Venez. La vie, vous avez encore beaucoup de choses à faire. Oui, mais en tout cas, félicitations déjà pour tout ce que vous avez fait. Merci, vraiment. Merci beaucoup. Et moi, j'ai découvert beaucoup de choses grâce à vous. L'opéra comique, je ne connaissais pas et tout. Et merci. Merci, allez, à vous. Un petit selfie. Voilà. Merci encore Jean-François. Je sais que cette fois-ci, vous n'aurez pas le temps de remonter à Isolaccio. Non, malheureusement. Mais l'actualité vous appelle. J'espère pouvoir quand même y aller un de ces jours. Et vous passez un petit coup de fil quand vous venez en Corse. Je viendrai avec vous. Avec grand plaisir. Ok. Allez, vous c'est par là et moi c'est par là. Attendez. Merci. J'y resterai 3 mois peut-être.
Entre moi, c'est bien que je crois.